L'empathie est-elle une compétence démocratique? L'hystérisation du débat public est-elle une fatalité ou peut-on sortir par le haut de ces grands enjeux de société? C'est l'objet d'une conférence à l'Université catholique de Lille le 12 mars prochain. Bonjour Olivier de Scuter. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rapporteur spécial pour l'Organisation des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme. Vous êtes également professeur à l'Université catholique de Louvain et à Sciences Po. Je ne vais pas déballer votre CV parce qu'il faudrait peut-être 1 heure d'émission, mais vous avez fait beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses. Pourquoi vous intéressez aux émotions du débat public? Alors je crois que c'est vraiment important de prendre conscience du fait que dans la politique, il n'y a pas seulement la question de la maîtrise technique et du contrôle de notre trajectoire sociétale, c'est aussi les émotions qui jouent un rôle important dans la manière dont les débats politiques se déroulent. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que ce débat est terriblement abîmé par une tendance à traiter les adversaires politiques en ennemis, par une tendance à ne pas comprendre que sa perspective est une perspective toujours par définition partiale et partielle, qu'on peut apprendre les uns des autres. Et l'empathie, au fond, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre la perspective à partir de laquelle celui-ci ou celle-ci s'exprime. Les émotions L'empathie de est qui essentielle. les émotions de qui ont de l'importance en politique? Les émotions des électeurs, les émotions des acteurs sociaux et politiques? Tout ne se résume pas à ce qui se passe dans le raisonnement, dans la tête. Ce qui se passe dans le cœur joue un rôle aussi important. Et je crois que ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est davantage de modestie. C'est de comprendre que les convictions que l'on a et que l'on cherche à faire passer dans le débat politique sont des convictions qui sont toujours imparfaites, qui sont toujours à réviser. On doit être en position d'apprendre et les politiques devraient être plus modestes en reconnaissant qu'ils ont tout à apprendre, à se mettre à la place de l'autre et à comprendre les attentes de l'autre qui ont des parcours de vie, des expériences dont les politiques, y compris les politiques professionnelles, peuvent bénéficier. Et donc l'empathie en politique, c'est en réalité la capacité à décentrer sa position, à comprendre que chacun n'a une position que très provinciale, pourrait-on dire, c'est-à-dire excentrée, que personne n'a un privilège dans l'accès aux bonnes solutions et que c'est ensemble qu'on peut construire les bonnes solutions. Et l'empathie en politique, c'est ça. C'est une manière de faire de la politique qui est à la fois très modeste parce qu'elle reconnaît que nul ne détient la vérité et à la fois très ambitieuse parce qu'elle prétend construire avec d'autres un chemin qui permet de prendre en compte la diversité des perspectives qui peuvent se combiner. Qu'est-ce que l'empathie exactement? Comment on la définit? L'empathie, c'est accepter d'être touché par l'autre en considérant que l'autre n'est pas simplement un instrument à sa propre disposition, un pion que l'on manipule sur un échiquier, mais que l'autre a quelque chose à vous apprendre, qui peut vous toucher, qui peut vous émouvoir. Et je suis, par exemple, dans mon travail, très influencé par le travail de Hartmut Rosa, qui est un philosophe et sociologue allemand qui a popularisé la notion de résonance. Et la résonance, c'est au fond la relation que l'on entretient avec l'autre, mais aussi avec la nature, à partir du moment où on accepte d'être ému, touché, transformé par l'autre, à partir du moment où on accepte que la nature n'est pas seulement une ressource à exploiter, que l'autre n'est pas seulement un instrument dont on se sert pour poursuivre ses propres fins, mais que nous pouvons nouer un partenariat avec l'autre, avec la nature, pour progresser ensemble. Et l'empathie, c'est véritablement la construction de ce partenariat. C'est l'idée que, comme dans une danse, on peut danser avec un autre et développer des figures dont aucun ne pouvait prévoir finalement la forme. Et on crée ainsi de l'inédit, on co-construit avec l'autre à partir de l'idée que nul n'a cet accès privilégié à la vérité. Et c'est ça, au fond, la politique dont nous avons besoin aujourd'hui, qui reconnaît le caractère très limité de la perspective de chacun. Ce que vous décrivez de l'empathie, Olivier de Scuter, c'est finalement assez éloigné de ce qu'est le personnel politique aujourd'hui. Est-ce qu'il faut que ce personnel politique, il change ou est-ce qu'il soit sous thérapie pour permettre de changer?
Oui, c'est éloigné. Je crois que la professionnalisation de la politique est un vrai problème parce que les gouvernés sont de plus en plus coupés des gouvernants et que la politique apparaît à beaucoup comme une sphère très éloignée de leurs préoccupations immédiates et la vie quotidienne des hommes et des femmes politiques est très éloignée de la vie quotidienne que vivent la plupart des gens dont ils sollicitent les suffrages au moment des élections. Et donc, cet écart entre les gouvernés et les gouvernants est un vrai problème et est aussi un problème la complexité des problèmes auxquels les politiques ont affaire, parce que cette complexité des problèmes les amène à se reposer sur les avis des experts, à adopter des attitudes qu'on pourrait qualifier de technocrates, c'est-à-dire fondées sur la maîtrise technique des dossiers, mais ceci rend les politiques relativement imperméables aux préoccupations qui s'expriment quand ces préoccupations ne sont pas exprimées sous une forme qui correspond au jargon technocratique, au langage des experts. Et le rôle, par exemple, que je joue comme rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté, c'est un rôle de traducteur. J'écoute les personnes en précarité, j'écoute l'anxiété que ces personnes expriment et j'essaye de traduire vers les politiques en recommandations ce que j'entends. Pourquoi? Parce que les politiques sont souvent imperméables à des discours qui ne sont pas formatés pour Mm. répondre au fond à leur programme et aux dossiers qu'ils ont à gérer. Et je crois qu'il faut absolument reconnecter ces préoccupations que les gens expriment à la manière dont les politiques conduisent les dossiers dont ils sont chargés. Reconnecter les politiques, leurs dossiers et les citoyens via des émotions, via peut-être une forme de psychologisation. Depuis quelques années, des gens sérieux se mettent à traiter des émotions dans le champ politique. C'est le cas notamment du chercheur au CNRS, Frédéric Lordon, qui a étudié l'importance des affects en politique. Il explique un peu à contre-courant ce qu'on pourrait imaginer que l'espoir, les affects joyeux sont plus puissants que les passions tristes. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi? Oui, on peut citer le travail de Frédéric Lordon. Il y a aussi le travail très important de Eva Illouz sur le même sujet, l'importance des émotions en politique. Et je crois que le consensus vers lequel on va, c'est que euh, la politique aujourd'hui ne fait plus rêver. Or, une des fonctions des politiques, c'est de donner un récit qui donne envie de s'engager et qui soit un récit qui rassure, Depuis combien qui de temps donne on de la... rêve plus? Depuis combien de temps on rêve plus en politique? Je crois que le discours de crise, qui est un discours permanent depuis pratiquement 40 ans, ou plus de 40 ans, depuis le milieu des années 1970, est un discours qui, en réalité, amène les gens à être anxieux par rapport à l'avenir, suscite des peurs, suscite la polarisation. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans mon travail sur la protection sociale en particulier, c'est que l'on présente la protection sociale comme menacée de ne plus être finançable, que l'on introduit des réformes qui créent de la fragilité et de l'anxiété par rapport à l'avenir, et qu'au lieu de rassurer, l'on donne l'impression que l'État ne peut pas protéger comme il le faisait par le passé à l'âge d'or de l'État-providence. Et je crois que c'est cela qu'il faut absolument redonner. Il faut au fond redonner confiance en l'avenir, et ceci d'autant plus que l'anxiété est ce qui explique le vote parfois pour des extrêmes, et notamment pour la droite la plus radicale, qui en France fait une percée très spectaculaire dans les sondages, notamment en raison de l'anxiété sociale qui fait qu'on s'en remet à des politiques qui prétendent pouvoir mieux protéger. Vous ciblez le repli identitaire comme une marque du manque d'empathie des citoyens. Ce repli identitaire, on peut le rapprocher quelque part du racisme. Est-ce que vous faites un lien entre repli identitaire, racisme, et est-ce qu'il y a une place pour l'empathie entre les deux? En tout cas, il y a des études très nombreuses qui montrent le lien entre l'incapacité des politiques à résorber les inégalités et à lutter contre la pauvreté d'une part, et le vote pour des partis
qui ont tendance à opposer les communautés les unes aux autres, d'autre part, les partis notamment de la droite radicale et populiste. On a des études qui montrent notamment que lorsque l'inégalité augmente de 1%, euh, les votes en faveur de ces partis, en France, le Rassemblement national, augmentent dans les mêmes proportions. On a donc une corrélation très étroite. Pourquoi? Parce que ces partis, au fond, sont des partis qui disent votre situation est menacée, elle est menacée par la concurrence que vous font les mauvais pauvres, les étrangers, les personnes issues de l'immigration récente, votre situation est menacée et nous allons pouvoir protéger votre situation, votez pour nous, parce que voter pour nous, c'est voter contre celles et ceux dont vous avez l'impression qu'ils vous font concurrence. Et malheureusement, euh, les partis du centre, les partis plus modérés, sont des partis qui parfois entretiennent ce sentiment que la protection sociale est une forteresse assiégée, que la protection sociale est en risque de ne plus pouvoir protéger comme elle le faisait par le passé, et que donc, oui, il faut se défendre contre le risque de concurrence. Et au fond, Vous le appelez aujourd'hui discours... Vous appelez aujourd'hui à une forme de socialisation plus généralisée depuis 40 ans. Finalement, on rabote sur les questions de sécurité sociale, d'assurance chômage, sur tous ce qu'on appelle ces acquis sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de les protéger, est-ce qu'il faudrait plutôt les élargir justement comme pour essayer de combattre les idées de la droite radicale? Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à ce qu'on peut appeler une individualisation de plus en plus poussée du risque. Alors qu'à l'origine de l'État-providence, il y avait la reconnaissance que la société était responsable de créer les conditions d'une intégration sociale et de soutenir tout le monde, aujourd'hui, on responsabilise l'individu. On impute aux pauvres la responsabilité de leurs conditions. On reproche aux chômeurs et aux chômeuses de ne pas s'activer suffisamment pour rechercher un emploi. On reproche aux personnes qui sont en précarité de n'avoir pas fait les bons choix, de ne pas savoir suivre des formations, de ne pas aller au rendez-vous, etc. Et donc, on individualise un problème qui, à l'origine de l'État-providence, était au contraire socialisé. Et cette individualisation, elle aboutit finalement à monter les gens les uns contre les autres, les personnes qui financent par l'impôt la protection sociale ont l'impression qu'elles financent des assistés qui ne se mobilisent pas suffisamment pour trouver un emploi. Et donc, on monte les gens les uns contre les autres, on divise au lieu de rassembler, on polarise la société, au lieu de dire, comme il le faudrait, que la lutte contre la pauvreté, la protection sociale sont des enjeux d'intérêt général et que tout le monde, y compris les plus riches, ont à gagner à une société qui est plus apaisée et qui favorise la réduction des inégalités. Est-ce que On vous a vous de plus en plus de... Est-ce que vous vous retrouvez avec un historien, un penseur comme Johan Chapoutot, qui, dans son dernier essai historique, Les Irresponsables, fait le lien entre les politiques libérales dans les années 30 en Allemagne, qui ont placé nazis au pouvoir pour essayer de garder leurs intérêts? Est-ce que vous faites ce même lien que Johan Chapoutot? Oui, les analogies sont évidemment terrifiantes entre les années 30 en Allemagne et la situation actuelle. Et d'ailleurs, je dirais que le meurtre de Quentin de Ranc et le retour de la violence politique sur la scène politique française ne fait que rendre cette analogie encore plus effrayante, parce que les combats de rue entre les communistes et les fascistes dans les années 1929-1933 en Allemagne ont préparé l'arrivée des nazis au pouvoir. Et je crois que dans ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est aussi que les personnes précarisées, les personnes en pauvreté, ne sont pas des personnes qui votent en masse pour le Rassemblement national ou par le passé le Front national, mais une partie des personnes qui sont fragilisées aujourd'hui et qui craignent le déclassement social sont tentés par ce vote radical. Le vote Rassemblement national, c'est le vote de personnes qui sont fragilisées, qui sont anxieuses que leurs enfants n'aient pas un avenir meilleur que leur présent, qui craignent le déclassement social, et au lieu de
rassurer ces personnes, au lieu de leur dire que l'État sera à leur côté, que la protection sociale va assurer leur avenir, on leur reproche de ne pas en faire suffisamment pour s'intégrer socialement. Et l'on a un discours sur l'assistanat et la dépendance qui est pour ces personnes extrêmement préoccupant. Et donc oui, le Rassemblement national surfe au fond sur ce reproche que l'on fait et qui est une manifestation de ce que j'appelais tout à l'heure l'individualisation du risque. Olivier de Scutter, vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté. Une dernière question. Il y a un autre chercheur qui a flirté avec la psychologisation de la politique, c'est Marc Joly. Dans son essai La pensée perverse au pouvoir, il applique ses recherches sur les pervers narcissiques à la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron. C'était un essai intéressant où il prenait plus la pratique même du pouvoir que avec son regard de psychanalyste. Est-ce qu'aujourd'hui, la pratique du pouvoir dans un certain nombre de pays occidentaux peut relever de comportements psychologiques pathologiques qui peuvent se transmettre aux citoyens? Je ne suis pas psychologue moi-même, mais je constate que il y a une incapacité très souvent des élites politiques à prendre au sérieux l'expertise des personnes en pauvreté et à être dans une véritable écoute de ces personnes. Au mieux, si vous voulez, quand des politiques doivent faire des choix, elles vont consulter ces personnes pour légitimer des options qui sont prises, pour les expliquer afin que les résistances s'effacent, mais on ne valorise pas suffisamment l'expertise vécue des personnes en pauvreté. Or, ce sont ces personnes qui sont les véritables experts des obstacles qu'elles rencontrent et des solutions qui peuvent le mieux les aider. Et je pense que nous gagnerions tous et toutes à bien davantage baser nos choix politiques sur cette expertise. Malheureusement, il y a une sorte euh, de, de, de culte de la compétence experte liée à la complexité des dossiers qui aujourd'hui sont ceux que le politique doit traiter, qui fait que cette parole des personnes en pauvreté est souvent dévalorisée. Mais je suis convaincu qu'on gagnerait beaucoup de temps et d'énergie si on partait de la situation des personnes en pauvreté et si on les associait à la prise de décision davantage. Et cela, oui, cela suppose de la modestie, c'est l'inverse de la position de l'expert qui croit détenir toutes les solutions et qui cherche simplement à vendre ces solutions à un électorat dont il recherche le soutien. Merci Olivier de Scutter d'être passé à notre micro. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver cette conférence le 12 mars prochain à 18h à l'Université catholique de Lille où vous aurez Olivier de Scutter, rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté. Vous serez également en discussion avec Andrew Glenn-Cross, directeur de l'ESPOL et professeur de sciences politiques. Merci beaucoup d'être passé sur RCF Hauts-de-France. Avec grand plaisir. Cet entretien sera retrouvé en podcast sur rcf.fr et sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France.